Bienvenue à Saint-Dié-des-Vosges, capitale mondiale de la géographie. Comme chaque année, la ville se transforme en un festival qui accueille des milliers de personnes venues de tout horizon. Le Festival international de la géographie est un véritable rendez-vous pour tous les curieux. Mais pourquoi Saint-Dié-des-Vosges? Eh bien parce que c'est ici qu'un cartographe allemand, Martin Wadesmüller, a inventé le mot Amérique en 1502, ce qui fait de Saint-Dié-des-Vosges la capitale mondiale de la géographie, un lieu chargé d'histoire et propice à la réflexion sur notre monde. Cette année, le FIG met les terres à l'honneur, avec comme région invitée les Alpes. Je vous invite à découvrir ce festival avec nous, avec différentes activités, conférences et débats passionnants autour de la géographie. Prêt à faire le tour du monde en quelques jours? Avec notre équipe d'étudiants en audiovisuel, je vous invite à découvrir les coulisses de ce festival unique. Cette année, les Alpes sont à l'honneur pour cette 35e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Le plus gros massif montagneux d'Europe est évidemment ancré dans la culture occidentale. Mais il traverse aussi les frontières de notre continent et rayonne mondialement, notamment avec l'exportation de mots comme alpinisme ou ski alpin, désormais dans le vocabulaire commun. Les Alpes dans le monde dans les Alpes, c'est justement le thème abordé par Christophe Gauchon et Xavier Bernier, professeurs de géographie et auteurs de l'ouvrage Atlas des montagnes aux éditions Autrement. L'image des Alpes à travers les sports d'hiver, l'alpinisme, etc., c'est une image qui s'est beaucoup imposée au XXe siècle avec le développement du tourisme et puis des aménagements aussi qui sont liés à ces pratiques. Certainement, elles ont dû connaître une forme d'apogée quelque part vers les années 1960-1980 et aujourd'hui elles sont un peu moins prégnantes. Donc c'est vrai que cette image dominante, qui est encore dominante aujourd'hui, peut-être elle correspond moins exactement à la réalité du moment. Même si nos massifs alpins semblent avoir perdu de leur influence et rayonnement culturel, Xavier nous explique que les Alpes s'exportent encore largement dans le monde entier. C'est le cas dans de nombreux domaines, comme dans l'architecture japonaise, aussi surprenant que cela puisse paraître. Vous pouvez prendre sur booking.com ce petit chalet. En fait, c'est les Japonais qui ont importé les Alpes parce que l'imaginaire qui les habite par rapport à la montagne, aux stations, etc., ne trouve pas suffisamment de socle nippon pour développer ce type de référentiel. Malgré l'attachement qu'ont les Français pour les Alpes, il faut admettre que le rayonnement qu'a aujourd'hui ce massif sur le monde prend aussi son origine du côté de nos voisins, les Britanniques. Il y a quand même un cas particulier dans cette histoire des Alpes dans le monde et de la circulation, c'est quand même le rôle qu'ont joué les Britanniques. Ils sont omniprésents dans cette histoire. Alors on l'a illustré à travers 2 ou 3 exemples, mais c'est vrai que la présence des Anglais dans les Alpes à partir de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au XXe siècle, et encore aujourd'hui dans l'économie touristique, et en même temps la dimension impériale de l'histoire britannique, font que les Anglais ont joué un très grand rôle dans cette circulation. Et on les a retrouvés à plusieurs reprises dans la conférence. Finalement, les Alpes sont aussi capables de s'ouvrir sur le monde et d'importer une certaine culture étrangère, tout comme d'autres massifs français, plus proches qu'on ne le pense. On peut le faire bien sûr sur d'autres massifs, pas plus les Alpes que d'autres espaces, contrairement à ce que certains discours veulent nous faire croire, sont des espaces fermés sur eux-mêmes, étanches à des influences extérieures et dont il faudrait conserver les caractéristiques ad vitam aeternam comme une espèce d'idéal territorial ou identitaire. Prochainement, les Alpes françaises accueilleront les Jeux Olympiques d'hiver, une nouvelle occasion pour ce territoire de faire rayonner sa culture à l'échelle internationale. Les Alpes, véritable écrin de la nature qui a inspiré les artistes et les cartographes pendant des siècles. Nous allons passer à présent de la création artistique à la création cartographique. À l'espace géonumérique, l'Institut l'IGN a proposé des animations de cartographie. Mais qu'est-ce que l'IGN exactement ? On retrouve Yélise Acol, chargée des relations institutionnelles au sein de cet organisme. L'IGN, c'est un institut public qui a été créé en 1940. Il a été créé à la base pour les armées. Donc, c'est l'héritier de la direction géographique des armées pour avoir une information sur le territoire. Donc, c'est vraiment une vocation spécifique à la base pour ce sujet. Et donc, c'est vraiment en 2012 a été créé l'Institut national de l'information géographique et forestière. Notre objectif, c'est vraiment de cartographier le territoire
pour avoir une information la plus précise et pouvoir évaluer donc les risques, ce genre de choses. Grâce aux nouvelles technologies, l'IGN peut désormais observer et évaluer le territoire avec une grande précision. Ce qui autrefois relevait des cartes papier est maintenant bien plus avancé. Avant, on avait une carte papier. C'était à une destination assez grand public, de randonneurs par exemple. Et aujourd'hui, l'outil numérique nous permet par exemple de superposer des couches. Donc on va pouvoir avoir des couches au niveau de la forêt. Et en fait, le cumul des couches va nous permettre de pouvoir aussi faire des évaluations du territoire. Voilà, sur deux choses. C'est vraiment une information alors déjà plus précise. C'est plus facile au niveau des mises à jour. L'objectif de ce programme de médiation est de rapprocher la carte du public, en s'adressant notamment aux plus jeunes pour les aider à comprendre et à manipuler les outils de cartographie. Anne Lelong, chargée de la communication, anime cette activité aux côtés de Yélise. Je suis là un petit peu pour faire une animation qui va s'adresser en priorité aux scolaires. Donc là, on a eu une classe de première pour vraiment manipuler la carte, s'approprier ces documents, observer le territoire et savoir un petit peu ce qu'on peut retrouver comme information sur nos sites pour les usagers. Donc là, on a utilisé le Géoportail, qui est un site qui a été mis en place il y a longtemps, qui regroupe toute notre donnée numérique et de patrimoine. Donc c'était un petit peu, amener ces outils comme outils vraiment de manipulation, d'observation, de connaissance. Ainsi, les membres de l'IGN initient toute personne volontaire à l'art de la cartographie en alliant tradition et innovation pour offrir une nouvelle vision du territoire et de ses richesses. En France, on produit un référentiel, c'est l'IGN, qui est mis à jour et qui est un millefeuille d'informations. Donc c'est de pousser à être un peu plus curieux sur la carte et les outils que l'on va avoir et de se dire oui, il y a quelque chose de formidable, je peux l'utiliser, je peux le partager avec mes amis parce qu'on peut aussi extraire et importer de la donnée. Je peux le partager, je peux aller plus loin, je peux créer ma carte, c'est un outil de langage. À présent, il ne reste plus qu'à chausser ses baskets et à partir en randonnée entre amis ou en famille. Les frontières, ces lignes imaginaires qui découpent nos cartes et qui peuvent parfois être sujets à certains conflits. Nous allons en parler d'une en particulier, la frontière franco-italienne. À l'espace géonumérique et la boussole, la frontière franco-italienne a suscité de nombreuses interrogations sur cette zone parfois floue au niveau de sa délimitation. Quand il est question des Alpes, l'idée de frontière naturelle paraît simple, et pourtant elle peut s'avérer plus complexe. Michael Georges, ingénieur cartographe au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, nous apporte sa vision. L'histoire nous montre que ça n'a rien d'évident. La montagne, finalement, le recul historique nous fait prendre conscience, en consultant les archives, que selon le rapport de force entre les États et les enjeux, on n'a pas la même définition de la frontière. Quand un État est vainqueur par rapport à un autre, il va imposer, même avec une description naturelle de frontière, la vision qui lui est la plus favorable. Ce n'est pas nécessairement quelques hectares en plus qui posent problème, c'est surtout par exemple le fait de voir une éventuelle offensive alliée, de pouvoir s'en défendre. Dans le cas des Alpes, la vision de la frontière ne résulte pas d'un conflit mais de deux points de vue différents entre voisins français et italiens. Olivier Marchon, réalisateur de la série Géozarbi sur Arte, a fait un épisode dédié au sommet de l'Europe. Les Italiens considèrent que la frontière passe au sommet du Mont Blanc, là où les Français considèrent que l'intégralité de la montagne passe au sud. Donc pour les Français, la frontière passe bien au sud du sommet pour que l'intégralité de la montagne soit en territoire français. Les Italiens sont plus partageurs, ils veulent que le sommet soit coupé en deux. Une frontière partagée pourrait entraîner des rencontres tendues entre les nations. Pourtant, l'Italie et la France n'ont pas eu besoin d'en arriver là. C'est la cartographie établie après 1947 qui a été contestée. Donc depuis 1947, il y a régulièrement des protestations. C'est le jeu diplomatique. À chaque fois qu'un acte est établi sur la zone contestée par l'un ou l'autre des deux pays, il est normal que le pays qui s'estime lésé conteste officiellement. Cette frontière est surtout marquée par l'attribution ou non du Mont Blanc à l'un des deux pays. Celui-ci agissant comme facteur économique important par son aspect culturel, touristique ou encore sportif. Tout ce qui est
l'aventure autour du Mont Blanc, les expéditions en elles-mêmes au Mont Blanc qui engendrent des revenus énormes des deux côtés de la frontière et notamment pour la vallée de Chamonix. Donc il y a des centaines de guides qui vivent de ça, il y a des centaines d'hôtels, il y a des centaines de personnes liées au tourisme qui vivent de l'ascension du Mont Blanc et de tout ce qui est lié de près ou de loin au Mont Blanc. Aujourd'hui, d'un point de vue juridique, les deux États se retrouvent à travailler en étroite collaboration sur la zone. Les services de secours des deux pays travaillent tout le temps ensemble, à la fois dans le domaine financier, dans le domaine opérationnel, ils sont toujours en contact 24 heures sur 24. Imaginons que quelqu'un se casse une jambe au sommet du Mont Blanc, et s'il est sauvé par des Français et qu'ensuite il va devant un tribunal français, eh ben, le juge français considérera qu'il est compétent parce que la France reconnaît le sommet comme étant le sien. Alors que s'il va devant un juge italien, idem, le juge italien va se reconnaître compétent parce qu'il estime que le sommet, il est franco-italien, donc à moitié italien. Et donc en fait, dans les faits, la question ne se pose pas. La frontière franco-italienne des Alpes et notamment du Mont Blanc reste différente mais sans engendrer de conflit. La question du Mont Blanc pourrait se résoudre sous plusieurs formes, telles que la gestion partagée, commune ou même internationale. Les frontières évoluent, mais les villes aussi. Nous allons à présent passer à une autre frontière, celle entre le passé et le futur. Quelles seront les villes de demain? Quels seront les matériaux que nous allons utiliser? Peut-être la terre? Au FIG, dans la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, les regards se tournent vers l'avenir de nos villes. Une question est mise à l'honneur. Comment construire les villes de demain? C'est le sujet d'un conférencier qui nous délivre un des scénarios possibles pour notre futur. Je suis David Guery, je suis géographe, je suis membre du laboratoire médiation de Sorbonne Université. Aujourd'hui, nous avons été invités par le Festival international de géographie à faire une grande conférence adressée aux lycéens dans la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. Nous avons été conviés à discuter de la question du futur des villes et de savoir si ces villes seront construites en terre. Désormais, dans un contexte de réchauffement climatique, eh bien, le matériau terre est extrêmement important pour construire de nouveaux bâtiments. Le mot terre est un mot très intéressant parce qu'il renvoie à la fois à la planète Terre, qui est notre lieu d'habitat commun, mais renvoie aussi à la Terre comme substrat. La conférence a su attirer un public varié dans la cathédrale. Parmi les spectateurs, les lycéens, présents en nombre, semblent conquis. On est venu ici pour en apprendre plus sur la géographie. J'ai trouvé ça très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut être ouvert au changement et envisager toutes les possibilités, notamment du coup les constructions en terre. La question écologique autour de cet événement semble être amenée à se développer dans les prochaines années. Un avis partagé par plusieurs des festivaliers. Je viens de Moselle, je suis professeur d'histoire géo et puis je viens chaque année au festival pour m'informer. Les exemples qui ont été donnés étaient très parlants. Je crois qu'il faut développer une véritable volonté politique, c'est là que ça se joue en fait. Alors il se passe des choses, mais il faut intensifier et il faut vraiment agir à ce niveau-là. Aujourd'hui, le monde est disponible, mais ce qui est important sans doute, c'est de regarder ce qui est au plus proche de soi pour être en résonance, pour réfléchir avec ce qui est proche. Le FIG, c'est l'occasion de réfléchir à notre rapport au monde et de nous projeter dans l'avenir. Et si la ville de demain était plus proche de la nature qu'on ne le pense? Une tartine campagnard alors. Ouais, la fromage ou terrine cornichon. Ouais. Merci. Après avoir imaginé les villes de demain, revenons à la nature, au terroir, à ces beaux paysages qui nourrissent les hommes. Et d'ailleurs, en parlant de nourriture, pour les plus gourmands, nous avons un sujet qui pourrait vous intéresser. La place du marché de Saint-Dié-des-Vosges s'est entièrement transformée en ce week-end très particulier. Le parking a laissé place à un village de montagne où les commerçants s'y sont installés. Et c'est par une odeur des plus alléchantes que les visiteurs se sont laissés guider jusqu'à la place de la gastronomie. La cuisine chaleureuse des montagnes ravit petits et grands. L'alliance entre les Vosges et les Alpes en a inspiré plus d'un. C'est notamment le cas de la chef vosgienne Lorraine Pierrat, qui a invité les passants dans les cuisines pour y découvrir une recette dont elle seule a le secret.
C'est la première fois que je viens au FIG, c'est même très rare, c'est une honte, mais que je vienne à Saint-Dié. Donc c'est cool pour moi, c'est l'occasion de passer un peu de temps ce week-end sur place. C'est une super expérience de pouvoir venir ici, c'est très flatteur d'être la marraine du salon de la gastronomie. J'ai bien l'intention de passer une partie de mon après-midi à goûter un peu tout. Et puis c'est toujours agréable d'aller à la rencontre des gens, pouvoir parler un peu avec eux, se rendre compte qu'il y a des passionnés. Même si là on est plus sur le côté gastronomie, mais voilà, autant de gastronomie que de géographie, c'est un bel événement, il y a plein de monde. Donc le bouillon, tu mets pas tout en fait, c'est un petit peu. Et là, Gaston, c'est le moment où je vais te faire travailler. Oui. C'est que quand c'est salé, en fait, ça va finalement... J'ai choisi de réaliser le risotto de Creuset tout simplement parce que le thème c'est les Alpes, qu'est-ce qu'on pourrait faire en recette clin d'œil. Et aussitôt je dis bim, Alpes, moi ça me fait penser tartiflette, rebroulochon, mais aussi Creuset. Et puis ça me permet peut-être de faire un clin d'œil aussi sur la région des Vosges en ajoutant le lard dans ma recette. Donc ça me plaisait bien ce côté un peu les deux montagnes. Ma relation à la cuisine vosgienne, c'est que de l'amour parce que on est dans une région qui est riche de produits, qui ne fait pas forcément rêver sur le papier quand on parle du repas marquaire, de la tofaille, de ces choses-là, mais qui est en fait un grand terrain de jeu où on peut beaucoup s'amuser. Et puis c'est mon côté chauvin, quoi. Après le salé, passons maintenant au sucré. La jeune pâtissière Candice Basso est venue présenter un dessert typique des sommets européens, l'occasion de ravir les papilles de tous les festivaliers. On m'a dit Candice, c'est le FIG, le thème c'est les Alpes. Alors là je me suis dit, oh là là, la montagne, fallait que je trouve un petit fruit. Donc je me suis dit la myrtille ça pouvait coller. Et puis en plus c'est pas la brimbelle, mais c'est quand même la myrtille. Alors je l'ai un peu revisité, j'ai pas fait la tarte traditionnelle avec un fond de tarte et plein de myrtilles. J'ai fait du coup une compotée, une ganache montée à la myrtille et un visuel un petit peu différent de ce qu'on peut attendre. Les passants sont donc repartis, le ventre bien rempli et le panier garni de bons produits. Des paysages à couper le souffle qui inspirent les papilles, mais aussi les artistes. Après avoir célébré les saveurs des Alpes, découvrons comment les sculpteurs et photographes ont immortalisé la beauté des montagnes. Au cœur du Festival international de la géographie 2024 de Saint-Dié-des-Vosges, une exposition qui se situe à la Friche célèbre la montagne sous deux regards artistiques. D'un côté, Damien Guillot, photographe, dévoile la majesté des sommets à travers de nombreux clichés qui capturent l'immensité des paysages montagneux, aussi bien vosgiens que alpins. De l'autre, un duo d'ébénistes créateurs, Ben et Manu, sublime ces mêmes montagnes en les sculptant dans le bois, mettant en valeur leur relief à travers différents meubles uniques. Je fais de la photographie depuis 2009. J'empruntais l'appareil photo de mes parents en fait. Et assez vite, j'étais passionné par la photographie. Et seulement par la suite, j'ai emmené mon appareil avec moi pendant mes randonnées pour capturer les paysages que je rencontrais. On a quand même une super région avec des magnifiques paysages et plein de choses magnifiques. On s'est rencontrés il y a presque 15 ans maintenant à l'Institut québécois d'ébénisterie. Et puis petit à petit, en rentrant en France, en fait, on s'est dit on va travailler ensemble et puis monter notre entreprise. Je suis très attaché au massif des Vosges, mais j'adore la montagne en général et je me rends assez régulièrement dans les Alpes pour faire des photos, de la randonnée, du VTT. Mon exposition qui est présente ici s'intitule Vers les sommets. En fait, ce sont des paysages que j'ai capturés pendant mes randonnées dans les massifs alpins, soit en France, en Italie, dans les Dolomites ou alors en Suisse. Alors ici, on a fait une petite sélection d'œuvres vraiment axées haute montagne. Le territoire invité au festival cette année, c'était les Alpes, donc c'était vraiment tout indiqué pour notre travail. Le FIG a proposé à Sarah, qui a créé la boutique de la Friche, de faire un partenariat et de créer une exposition ici. Elle m'a proposé, et j'ai tout de suite dit oui, c'était une super opportunité. Je suis super content d'exposer pour le FIG. Et en plus, là, ça fait vraiment une très très belle exposition, vu que j'expose avec les sculptures de Ben et Manu. Nos deux univers sont super complémentaires, je trouve, et ça rend super bien les deux ensemble. On expose en fait beaucoup dans les Alpes, on expose beaucoup à Paris. En réalité, donc, notre atelier est vosgien. C'est vrai que on fait peu d'expos finalement dans les Vosges. C'était vraiment l'occasion, le festival de géographie. Ce que je préfère le plus dans la photographie, c'est même pas la photographie en soi, c'est vraiment c'est une excuse un petit peu pour aller en montagne, pour aller dans la nature, pour vivre des moments vraiment magnifiques.
Et la photographie me permet de capturer ces moments-là pour ensuite les partager en fait. Donc j'ai photographié des paysages qui m'ont interpellé, qui ont déclenché une émotion en moi. Voilà, il y a un petit peu un double discours dans nos pièces. On est à cheval entre le design et l'art. On va avoir l'ergonomie mais en même temps l'artistique sur nos pièces. Il y a une dame un jour qui nous a dit sur votre table, il y a une place pour poser les tasses et une table pour poser le regard. Deux visions complémentaires, une en images, l'autre en matière, qui nous invitent à redécouvrir la grandeur et la beauté des montagnes. C'est ainsi que s'achève cette 35e édition du festival. Elle était riche en expériences et en activités. Nous, on espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2025.